Messieurs, Mesdames, Messieurs les ministres, d'abord, merci d'être venus. Vous voyez que votre venue déplace beaucoup de monde à Paris. Vous avez 600 personnes. Là, vous n'en voyez qu'une partie. Vous n'en voyez que la moitié. Il y en a d'autres qui sont à d'autres endroits. Et nous sommes très heureux avec Madame Rita Sismuth, qui est à côté de moi, qui a été présidente du Bundestag, vice-présidente du Bundestag, non, présidente du Bundestag, oui, et qui est membre du directoire de la fondation Genshagen, qui organise cette soirée avec nous. Donc, Madame, je vous laisse la parole, et ensuite nous travaillerons. Bonsoir à tout le monde. Avant tout, vis-à-vis nos ministres, les ambassadeurs et tous les gens intéressés, soit de la politique, de l'économie, soit de la culture, ou bien des questions sociales. Ich fahre fort in Deutsch. Je voudrais tout d'abord vous dire que je suis impressionné par le nombre de participants à cette réunion autour d'un sujet qui effectivement n'intéresse pas qu'un ministre des Finances ou un ministre de l'Économie, mais qui intéresse une palette beaucoup plus grande du public. L'Union européenne, l'Europe ne va pas bien. Et si je me retourne un peu en arrière, je dois dire que nous nous trouvons dans une situation qui est sans doute l'une des plus difficiles depuis la création de l'Union, de la Communauté européenne d'abord et de l'Union européenne ensuite. Il s'agit de l'avenir de l'Union économique et monétaire européenne. Et comme je le disais, ce qui est en jeu, c'est notre capacité à surmonter les défis et l'avenir. Il s'agit de préserver notre compétitivité, notre prospérité, ainsi que le développement des ressources matérielles et humaines. Et nous avons le devoir de créer de l'emploi là où il y a du chômage. Ou bien, comme cela a été dit dans une autre conférence, comment pouvons-nous recréer de la croissance? L'Europe ne va pas bien, on ne saurait se contenter de ce constat. On continue de chercher des réponses à la crise. Et ces réponses à la crise, on les cherche chez ceux dont le dernier grand projet avait pour nom l'Union monétaire, et je veux parler de l'Allemagne et de la France. Alors, sans cesse, on critique toujours, on dit pourquoi ces deux-là? Mais lorsque ces deux-là, l'Allemagne et la France, ne font rien, on les invite à faire plus, à s'impliquer davantage, à réfléchir davantage, à agir davantage et essayer d'emporter, d'entraîner avec vous les autres membres de l'Union européenne. Alors que je suis devant vous, je voudrais vous dire ceci. C'est vrai, nous sommes dans une crise, mais nous n'avons d'autre choix que l'Union européenne. Et ce serait une grave perte pour chacun d'entre nous, pour tous ceux qui ont placé tous leurs espoirs dans cette Union européenne. Ce serait une grave erreur que de nous disloquer, que de nous émietter. Quelles que puissent être nos faiblesses, ce que nous avons accompli est un exploit exceptionnel que j'observe tout autant en Pologne, en Europe centrale, en Europe orientale que dans d'autres régions du monde. Ne nous laissons pas détourner de notre projet par des populistes, ce projet qui nous tient tant à cœur. Alors, cela ne veut pas dire qu'on ne pourrait pas parler de force et de faiblesse. Ce débat, nous en avons besoin. Voilà pourquoi je suis très heureux que
la Fondation Genshagen et l'Institut Montaigne, que j'aurais dû citer d'abord, institut avec lequel nous coopérons très bien. Voilà pourquoi je suis très heureuse qu'avec l'Institut Montaigne et la Fondation Genshagen, nous ayons pu mettre sur la table ces questions fondamentales pour la France et l'Allemagne. Il ne s'agit pas de chercher les coupables, il ne s'agit pas de promouvoir des réflexes nationalistes. Ce dont il s'agit, c'est de voir comment sortir ensemble de la crise. Et finalement, c'est peut-être cela que cette soirée va éclairer avec un certain optimisme. Lorsque l'on a vu les batailles menées au cours des derniers mois, lorsque on disait au niveau des ministres des Finances, nul ne peut dire si la voie est la bonne, nul ne peut dire si la solution est la bonne. On est en train de chercher les issues. Eh bien, permettez-moi de vous inviter chaleureusement à prendre part à ce débat, et tout en remerciant nos deux ministres, nous leur disons notre attente quant à la possibilité de trouver des voies communes pour sortir de la crise. Et dans cet esprit, je souhaite une soirée couronnée de succès. Bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, nous sommes très fiers, mon confrère Thomas Hanke du grand quotidien allemand Handelsblatt et moi-même, d'accueillir, grâce à la Fondation Genshagen et à l'Institut Montaigne, deux hommes qui ne comptent plus les jours et les nuits qu'ils passent ensemble pour sauver un bien commun qui s'appelle l'euro. Vous êtes d'ailleurs un petit peu les Sisyphes de la zone euro, parce qu'on a l'impression qu'il faut toujours recommencer le travail. Mais vous savez, il y a cette phrase de Camus qui disait « On peut imaginer Sisyphe heureux ». Alors vous nous direz peut-être si vous pensez qu'effectivement le pire est passé. Je ne vais pas faire de longues présentations, je vais simplement présenter François Baroin avant de passer la parole à mon confrère pour qu'il fasse la même chose pour le ministre allemand. François Baroin, on a un point commun, c'est qu'on a commencé tous les deux la même année comme journaliste en 1988. Simplement, vous êtes ressaisis et vous avez très vite bifurqué vers la politique. Je ne vais pas résumer la carrière, mais plus jeune député de l'Assemblée en 93, porte-parole de la campagne de Jacques Chirac en 95. C'était d'ailleurs une période difficile où il fallait y croire, un petit peu comme aujourd'hui, j'ai l'impression. Plusieurs fois ministre, et puis surtout, vous avez un certain talent pour choisir ceux à qui vous succédez, puisque en 2007, vous avez succédé à un certain Nicolas Sarkozy, et en 2011, à Christine Lagarde, en pleine crise de l'euro. Et je crois pouvoir dire, mais ça, Monsieur Schauble complétera le cas échéant, que cette dernière succession n'a pas entamé l'efficacité du couple franco-allemand. Thomas ? Oui, merci Nicolas. Donc, il ne faut pas présenter Wolfgang Schäuble, mais quand même énoncer peut-être quelques étapes de sa vie en tant que politicien. Il est né en 1942 à Freiburg, pas très loin de la frontière française, qui explique peut-être son grande amitié ou peut-être même amour pour la France et aussi pour les valeurs républicaines d'ailleurs. Il est un des politiciens allemands qui sont le plus longtemps députés dans le Bundestag, depuis 39 ans. Je crois qu'il est même le seul maintenant qui est en train de terminer 10 législatures. Il ne faut pas se cacher. En 1984, il a pris pour la première fois des fonctions de ministre en tant que chef de la chancellerie. En 1989, il devient ministre de l'Intérieur. C'est en cette fonction qu'il devient la victime d'un attentat. En 1991 jusqu'à 2000, il était chef du groupe chrétien-démocrate au Parlement allemand. Et c'est dans cette fonction-là qu'il a publié un papier, un document en 1994 avec le responsable de son parti, qui était responsable pour les questions européennes. C'était un document qui traitait de la politique européenne et dans lequel il s'est prononcé déjà à ce moment-là pour une coopération renforcée. Il a averti contre un nationalisme rampant en Europe. Il s'est prononcé pour un gouvernement
européen et que la Commission européenne aurait la vocation de devenir ce gouvernement européen. C'est peut-être une perspective dont on pourrait discuter après encore. Et bon, pour aller au passé plus proche de nous, il était le ministre de l'Intérieur dans la grande coalition, comme on dit en Allemagne, entre 2002 et 2005. Et puis, il est maintenant ministre des Finances depuis la fondation de la coalition chrétien-démocrate et libérale. Et je m'aimerais maintenant passer la parole à M. Barouin pour la première présentation, une brève introduction à notre sujet. Et après, ce sera à M. Schäuble de faire la même chose. Et puis, nous passons à la discussion. Comme vous voulez. Bien, merci pour cette présentation. Une brève introduction, donc il va falloir que je coupe un peu dans l'excellent discours qui m'a été préparé. Je le ferai pour peut-être avoir le plus d'espace possible, évidemment, pour échanger avec vous. Qu'il me soit d'abord permis de remercier Claude Bébéard et vous-même, Madame la Présidente Schmidt, pour cette présentation et cette invitation. Ça a été un grand honneur, évidemment, pour moi de l'accepter. Ça a été un grand privilège de pouvoir m'en entretenir avec Wolfgang. Et c'est une grande joie, croyez-le, pour nous d'être devant vous dans cette période si singulière. Je voudrais, devant le ministre Schäuble, saluer les anciens ministres, Roland Dumas, Francis Maire, Jacques Toubon, un certain nombre de hautes personnalités qui ont apporté leur contribution, pour les uns à l'idéal européen et qu'ils en soient remerciés, pour les autres à l'évolution du développement de notre économie, qu'ils soient salués, et pour d'autres encore à leur fidélité à l'engagement européen. Je pense à toi, cher Jacques, et je voulais profiter de l'occasion de te le dire. Alors, les occasions ne manquent pas d'être aux côtés de Wolfgang Schäuble. Vous avez dit des jours et des nuits. Wolfgang Schäuble est peut-être le ministre de toute ma vie que j'ai le plus pratiqué, fréquenté, avec lequel j'ai le plus travaillé. J'ai plus vu Wolfgang Schäuble que les 9/10 des membres du gouvernement français. Et je veux lui dire que c'est une joie ressourcée. Nous étions hier après-midi à Bruxelles, nous avons passé une partie de la soirée ensemble, nous avons pris, pourquoi le taire, Wolfgang, notre petit déjeuner ensemble, et nous avons continué notre matinée ensemble, et comme on se manquait déjà, puisque nous n'avions pas partagé le déjeuner, on avait décidé de se retrouver ici à Paris. Il repartira malgré tout ce soir à Berlin. Je veux dire devant une assistance très largement française, combien c'est un honneur. Et je te l'ai dit, lorsque j'ai pris mes fonctions et que je suis venu te voir peut-être 24 heures après ma nomination comme ministre des Finances, pour évoquer le petit souvenir que nous avions en partage. Tu étais ministre de l'Intérieur, ça a été dit, j'ai succédé à Nicolas Sarkozy pendant 2 mois dans la période de 2007, et nous nous étions rencontrés à Bruxelles déjà pour discuter de la sécurité et des projets communs. Mais dire et te dire que c'est évidemment un honneur de travailler à tes côtés dans la grande lignée du renforcement du moteur franco-allemand et dans l'exigence qui a été la nôtre en tout temps, tout lieu, toute circonstance, de faire en sorte d'apporter une réponse commune aux côtés de nos partenaires européens, peut-être en les entraînant également dans cette période si singulière que nous avons traversée. Pour toi, un peu avant le mois d'août, mais singulièrement pour nous tous depuis le mois d'août, et depuis l'amplification d'une crise de dimension mondiale dont l'épicentre s'est retrouvé dans la zone euro. Je veux te rendre un hommage particulier, je veux dire combien ton rôle a été essentiel. Je veux profiter aussi de l'occasion de la présence de quelques-uns de mes amis pour dire que ça n'a pas toujours été facile. Wolfgang est un négociateur hors pair. C'est un homme politique remarquable, beaucoup de talent, qui a une très forte détermination. Mais il a pour lui 2 choses, 2 qualités essentielles et immenses. La première, c'est que c'est un Européen convaincu et que je ne doute pas une seconde que cet engagement européen nous a permis désormais d'offrir depuis 2 mois des éléments de stabilité ressourcés en Europe. Et la deuxième, qui ne trouve peut-être pas sa place dans les négociations, qui ne trouve certainement pas sa place non plus dans nos discours politiques, c'est son humanité. C'est un homme qui respecte les autres, il respecte la personnalité, la construction, il respecte évidemment le pays que l'on représente, quelle que soit la taille de ce pays, et j'apprécie tout particulièrement nos discussions avec d'autres collègues représentant des pays peut-être aux enjeux moins importants, mais auxquels nous consacrons l'un et l'autre, et toi singulièrement, le temps nécessaire pour mieux appréhender la ligne qu'il soutient et pour mieux en définir un consensus politique. Et c'est sur la base de ce consensus que je crois nous avons avancé, et je veux ici, en France, à la fois te rendre hommage, mais aussi te dire merci.
Alors, pour une brève introduction, peut-être juste quelques éléments de précision dans la période dans laquelle nous nous trouvons. Nous avons apporté, me semble-t-il, une réponse durable à la question grecque, et nous sommes parvenus il y a une quinzaine de jours à définir les conditions d'un nouveau programme de soutien à la Grèce, dépassant les cibles qui nous avaient été assignées par les chefs d'État, qui était d'obtenir un niveau de dette par rapport au PIB de la Grèce à hauteur de 120%, nous sommes en dessous à 117%, et de parvenir à un effort de réduction de l'effacement volontaire, toujours volontaire, de l'implication du secteur privé à hauteur d'une centaine de milliards, le tout dans une enveloppe globale de soutien de 130 milliards. Je vous donne ces chiffres pour que vous les ayez en tête, parce que ça a été l'alpha et l'oméga de nos discussions et de nos négociations pendant de nombreuses semaines. Au fond, ce qui a changé depuis le mois d'août et aujourd'hui, ce sont deux choses. Un, la conscience que la crise était très grave. Deux, la nécessaire réactivité de l'organisation européenne au sein de l'eurozone pour sauver l'essentiel. Trois, identifier les problèmes qui se posaient. Un problème bancaire, un problème de surendettement des États, un problème de convergence économique, budgétaire et fiscale à l'intérieur d'une zone composée de membres qui n'avaient pas forcément la même dynamique, mais qui avaient en partage la même monnaie. Et dernier élément, la nécessaire solidarité, puisqu'il nous faudra naturellement du temps pour sortir progressivement de cette période de surendettement public à l'intérieur de chacun des pays et globalement à l'intérieur de la zone euro. Ces trois points ont permis d'apporter des réponses précises à chacune des étapes. Pour la partie bancaire, il y avait deux pressions qui étaient exercées. Une pression très forte sur la question de la solvabilité, c'est-à-dire la capacité de résistance des établissements bancaires à un choc souverain. Des engagements ont été pris, des rendez-vous ont été fixés, un calendrier a été proposé. C'est au mois de juin que les établissements bancaires européens seront au rendez-vous d'un niveau de protection capable d'amortir un choc souverain, et une pression portant sur la liquidité. Et là, même si Wolfgang et moi, nous sommes très attachés à la jurisprudence de Strasbourg, c'est-à-dire l'accord Monti-Merkel-Sarkozy, qui fait qu'on ne parle pas de la Banque Centrale Européenne, nous pouvons malgré tout dire que la décision de la Banque Centrale Européenne de début décembre a été, en offrant un accès illimité à des liquidités pour les établissements bancaires, avec une profondeur de champ de 3 ans et un taux préférentiel d'1%, une réponse très importante qui a relâché la pression exercée sur les banques. Une fois que la partie bancaire avait été traitée, il a fallu bien traiter la question des États. Et là aussi, je veux dire combien le couple franco-allemand, pas seulement, mais malgré tout, il est incontestable que l'Allemagne, meilleur élève de la classe européenne, ayant un consensus politique affectant l'essentiel des recettes de son activité économique au désendettement de son pays, avec un modèle économique qui a pu s'appuyer sur un rebond de productivité, des éléments très forts de conquête à l'international pour des parts de marché, de surcroît première économie européenne et donc de surcroît premier contributeur du Fonds européen de stabilité. Pour la France, deuxième économie de la zone euro, un niveau d'endettement plus important, globalement un niveau de déficit public plus élevé qu'en Allemagne, mais malgré tout ayant une vraie détermination depuis 2 ans de fixer une stratégie, de l'inscrire dans un calendrier et de ne pas dévier de cette ligne, étaient les mieux à même, non pas pour imposer aux autres, comme on l'a lu ici ou là, une Europe Merkel-Sarkozy, ou plus modestement une Europe de l'organisation des décisions des ministres des Finances sur la façon dont l'Europe devait fonctionner, mais tout simplement de dire que puisque nous étions dans la situation d'être les premiers créanciers, nous avions naturellement un rôle moteur et nous avons joué aux côtés de la chancelière et du président le rôle moteur que l'on était en droit d'attendre de la France et de l'Allemagne dans cette période singulière que nous avons traversée. 2 décisions majeures, 2 idées simples, 2 piliers ont nourri l'accord du 9 décembre qui est constitutif aujourd'hui de la restauration progressive de la confiance, et c'est autour de cette restauration progressive de la confiance que nous retrouverons le chemin de la croissance. Première idée, on ne peut plus traverser des crises comme nous les avons traversées, nous devons tirer les leçons de ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est qu'en 2008-2009, une crise mondiale venant des États-Unis, s'appuyant soit sur les subprimes dans un premier temps, soit sur l'abandon d'une banque d'affaires, Lehman Brothers, qui a enflammé le monde par un développement systémique de ce dispositif, a amené les États à porter sur leurs épaules, à travers des plans de relance et du financement par de la dépense publique, le soutien à l'activité économique mondiale. L'Allemagne a eu une récession, la France a eu une récession, mais globalement, les plans de relance que nous avons mis en place ont permis aux amortisseurs sociaux de fonctionner et donc d'avoir une récession moins lourde que ce qui était annoncé et de sortir
plus rapidement de cette période de ralentissement économique. Et nous y sommes parvenus, mais en acceptant de porter sur nos épaules un niveau d'endettement qui était devenu excessif. Et la question grecque a été un catalyseur, en quelque sorte, du problème de l'endettement public. Pas seulement la question grecque, mais la question grecque a mis en lumière ces difficultés. Et donc le premier point du traité intergouvernemental a visé à mettre en place, là aussi, une méthode, des objectifs à un calendrier de consolidation budgétaire. Certains appellent cela de la rigueur ou de l'austérité. Non, c'est la restauration de la souveraineté des acteurs de la zone euro, c'est la protection des contemporains dans le modèle économique actuel d'État-providence, plus ou moins développé, un peu plus en France qu'ailleurs, et c'est aussi une question de responsabilité vis-à-vis des générations qui nous suivent. On ne peut pas continuer de vivre à crédit. Un exemple, en France, et je le dis, Wolfgang connaît tous ces chiffres par cœur, 10% des retraites, des pensions françaises sont financées par l'emprunt. Si nous ne sommes plus en situation à la fois de préserver ce système et en même temps de ne plus pouvoir emprunter sur les marchés pour financer nos politiques publiques, y compris de première nécessité et de première solidarité, alors c'est évidemment une perte de souveraineté. Donc ce traité, tel qu'il a été voulu et désormais signé, est un traité de piliers. Il faut le dire, l'Allemagne a été aux avant-postes et je crois pouvoir dire que la France a toujours répondu présent à cette demande et à cette sollicitation. Le deuxième pilier, la deuxième idée simple, porte sur la solidarité. Il est incontestable qu'un certain nombre de pays devront bénéficier de la solidarité européenne au fur et à mesure que les mois vont se dérouler, soit pour retrouver le chemin de la croissance, soit pour avoir le temps nécessaire pour réduire leur déficit et éviter des purges trop fortes vis-à-vis des pays et vis-à-vis des peuples. C'est le cas pour la Grèce dans son modèle économique que tout le monde désormais connaît bien. C'est le cas pour d'autres pays qui sont questionnés par les marchés pour des questions différentes. L'Espagne pour sa situation économique et son taux de chômage élevé, pas par son niveau ou pas pour son niveau d'endettement, puisque 60% de dette montre que l'Espagne est un pays qui répond déjà pleinement aux critères du traité européen. L'Italie, en revanche, pas par son modèle économique, pas par sa situation budgétaire d'ailleurs, c'est un pays qui est en excédent budgétaire primaire, mais qui a un niveau d'endettement public à plus de 120%, qui aujourd'hui interroge les marchés. D'autres pays sont sous programme pour d'autres raisons, je ne rentre pas dans le détail, l'Irlande, le Portugal, et tous les autres pays ont des obligations à la fois de réduction de déficit, mais aussi de contribution à cette solidarité. Et c'est ce deuxième point, ce deuxième traité, ce deuxième mécanisme que nous avons validé, le tout sur fond de méthodes souhaitées et validées pour les pays sous programme à travers des expertises de la Commission, de la Banque Centrale Européenne, du Fonds monétaire international, ce que l'on appelle dans notre jargon la Troïka, et qui permet régulièrement d'avoir des rendez-vous. Depuis 3 mois, nous avons donc offert, et ce seront mes mots de conclusion, je crois des perspectives à la fois de responsabilité sur la base des leçons que nous avons tirées tous ensemble au sein de la zone euro de ce qui s'est passé, mais en étant conscient de quelque chose, c'est tout de même de la fragilité. Il est très facile de détruire la confiance par un certain nombre d'actes désordonnés qui montrent qu'il n'y a pas de coordination, qu'il n'y a pas d'harmonisation, que le fait d'avoir remis la maison à l'endroit n'est pas forcément durable. Il est très long de restaurer cette confiance. Nous sommes en train d'y parvenir, j'en suis absolument convaincu. Cela prendra du temps, il y a des rendez-vous. Le retour à l'équilibre, par exemple, pour un pays comme la France, c'est 2016. Nous sommes dans la bonne direction, nous avons des résultats qui plaident pour nous, nous avons atteint nos chiffres de croissance, nous avons un temps d'avance sur le temps de passage qui est proposé pour la réduction des déficits publics. On devait être à 5,7 cette année. L'année dernière, nous serons à 5,3, et donc nous serons avec une marge moins élevée à 4,5 dès cette année, mais nous n'avons pas les moyens de nous payer le luxe de dériver de cette trajectoire et de cette stratégie. Je ne le dis pas parce que nous sommes dans une ambiance d'une respiration démocratique qui se rapproche, je ne le dis pas parce que le calendrier électoral favorise telle ou telle position, je le dis parce que c'est une conviction aujourd'hui définitivement ancrée pour ceux qui ont l'honneur de représenter leur État et leur pays dans les négociations internationales, qui est que la grande leçon de cette crise, c'est que vivre au-dessus de nos moyens, c'est une idée simple, n'est plus aujourd'hui à la portée des pays membres de la zone euro. Et la grande leçon de cette crise, c'est que la restauration progressive de notre souveraineté passe par la restauration progressive d'une comptabilité publique qui nous permette tout simplement de maîtriser notre destin. D'une certaine manière, l'Allemagne nous a montré le chemin, d'une certaine manière, c'est un exemple remarquable pour nous, et d'une certaine façon, travailler main dans la main avec l'Allemagne, c'est aussi un élément moteur et constitutif de la restauration d'une certaine idée de l'idéal européen. Alors, merci beaucoup, François.
Mesdames, Messieurs, pour ne pas faire détruire l'amitié franco-allemande, je vais parler en allemand. Ich will dem, was François Baroin gesagt hat. À ce qu'a dit François Baroin, je ne voudrais pas ajouter la même chose. Nous sommes en accord sur l'analyse des causes et sur la thérapeutique, le traitement nous permettant de surmonter ces difficultés que traverse la zone euro. Nous sommes en bonne voie, nous n'avons pas encore résolu tous les problèmes, mais il n'y a pas de raison de ne pas être confiant. Mais ce que je voudrais ajouter, en regardant un petit peu le titre de cette manifestation, que pouvons-nous faire pour renouer avec la croissance? Si l'on essaye de se représenter la situation en 2012, il faut bien comprendre que la mondialisation nous influence à un degré que nous n'imaginons pas. Et ce n'est pas un hasard que cela ait commencé avec la chute du mur, la disparition du rideau de fer. C'est à partir de ce moment-là que la mondialisation s'est accélérée. Aujourd'hui, les interdépendances sont d'une toute autre nature. Et si l'intégration européenne n'existait pas, il faudrait l'inventer de toute urgence. Sur une planète de 7 milliards d'hommes, avec une dépendance à l'égard de ce qui se passe dans toutes les régions de cette planète, et ça ce n'est pas la faute de l'Europe ou de la zone euro, dans une telle situation, dans un monde aussi interdépendant, l'intégration de l'Europe est une condition sine qua non pour que nous puissions préserver nos intérêts et être à la hauteur de nos responsabilités. Il est bien question de croissance. Sur le plan économique, dans notre monde, un marché commun est une condition pour que nous puissions, dans cette compétition avec d'autres régions du monde, qui ont un retard beaucoup plus grand à rattraper, qui ont davantage d'aspiration, de faim, en quelque sorte. Si vous pensez à une grande partie de l'Asie, de l'Amérique latine, eh bien, dans ce monde-là, nous ne serons compétitifs que grâce à l'intégration économique de l'Europe. Compte tenu de notre niveau élevé de prospérité, du fait de notre démographie, du fait de notre bon niveau de sécurité sociale, de protection sociale, nous sommes moins dynamiques que d'autres régions économiques. Mais nous sommes la première région économique du monde, et de loin l'Europe prise dans son ensemble. Et ça, c'est une bonne condition de départ qui nous permet de donner une forme positive et efficace à notre modèle économique au XXIe siècle. Cette intégration économique et ce marché commun suppose une monnaie commune. C'est la seule façon de rendre le processus irréversible. Alors, loin de moi l'idée de dire que c'était une erreur que d'introduire la monnaie commune. Introduire la monnaie commune était une bonne chose. Alors, bien sûr, il eût été favorable de réussir. Ce que nous devons faire maintenant, c'est d'avoir une union de stabilité, une union budgétaire, autrement dit, une architecture qui unifie qui communautarise non seulement la politique monétaire à travers la BCE, il aurait fallu communautariser largement la politique financière, la politique budgétaire et une partie de la politique économique. C'est une condition sans laquelle une monnaie commune ne peut rester stable à terme. Mais puisque l'intégration européenne en Europe est une bonne chose, on ne va pas voir dans la monnaie commune quelque chose de négatif. C'est au contraire une grande chance. D'ailleurs, depuis les 60 ans qu'existe l'Europe, nous avons toujours progressé. Nous n'avons jamais eu la solution à 100% dès le début. Nous avons progressé étape par étape. Et avant de perdre la confiance ou l'espoir, il faut sans cesse nous émerveiller devant ce que nous avons accompli depuis 60 ans, depuis 10 ans et même depuis quelques mois au sein de la zone euro. Il n'y a aucune raison de penser que nous n'en serions pas encore capables à l'avenir. Cela suppose des efforts, cela suppose des contributions. Et là, il y a une chose qu'il faut savoir, l'un des grands problèmes, et François Baroin l'a évoqué, l'un des grands problèmes,
c'est que dans ce monde mondialisé, il est plus difficile que par le passé de fixer des règles. Mais un ordre strictement libéral sans aucune règle s'auto-détruit. Ça, ce n'est pas une nouvelle découverte dans l'histoire de l'humanité. Quelqu'un qui aurait douté de la vérité de ce principe peut très bien étudier la crise de 2007-2008. Et si nous n'arrivons pas à tirer les leçons de la crise financière, eh bien, à ce moment-là, dans quelques années, nous referons les mêmes expériences. Et quand je dis nous, c'est pas seulement l'Europe, c'est également d'autres pays. Voilà pourquoi, ensemble, nous avons lutté pour obtenir une taxe sur les transactions financières en Europe. Certes, il faudra faire des compromis parce que c'est la règle de l'unanimité, on le sait bien, mais tout le monde sait que si on veut arriver à des compromis, il faut au moins au départ avoir une position claire et se battre pour cette position. C'est ce que fait la France, c'est ce que fait l'Allemagne, et nous arriverons à mieux réguler les marchés financiers en Europe et au-delà de l'Europe, dans les pays du G20 ou ailleurs. Étape par étape. Mais cela est nourri de la même conviction. Si un marché commun, une intégration économique doit fonctionner sur une planète mondialisée, nous devons répondre au problème suivant. C'est que pratiquement toutes les entreprises travaillent de façon transfrontalière dans de nombreux pays européens. Même les petites et moyennes entreprises ne sont pas simplement actives dans un pays d'Europe, mais dans plusieurs pays d'Europe. Et un ministre des Finances qui s'intéresse un peu à la fiscalité sait très bien que cela offre des chances tout à fait remarquables pour des contribuables qui essayent ainsi d'échapper à l'impôt que la loi leur dicte. Voilà pourquoi on consacre des ressources de plus en plus grandes pour lutter contre cela, plutôt que de prendre les bonnes décisions économiques. Voilà pourquoi l'approche du président Sarkozy et de la chancelière Merkel, c'est qu'entre la France et l'Allemagne, nous nous mettions d'accord pour travailler très concrètement à la façon d'uniformiser l'imposition sur les sociétés. Alors certes, il faudrait avoir un jour en Europe une assiette fiscale commune dans l'impôt sur les sociétés. Il faudra encore un certain temps avant d'y arriver au niveau européen. Mais en attendant, on y travaille. On a rédigé un livre vert où nous avons défini très précisément quelles sont nos convergences, dans quel point la France peut se rapprocher de l'Allemagne dans l'esprit de la convergence et dans quels autres cas l'Allemagne peut se rapprocher de la France. Donc il ne s'agit pas simplement de grands discours dans le vide, de belles formules abstraites. Nous essayons de donner un contenu concret à nos principes, étape après étape, pour que nous puissions concrétiser réellement ce sur quoi nous nous entendons. J'ajouterai une troisième observation, parce que une régulation des marchés et certaines limites sont nécessaires pour un développement économique positif. Si nous nous demandons ce que pensent les Européens, alors je ne sais pas ce qu'en pense François, mais quand nous parlons avec nos collègues du G20, par exemple, eh bien, je me dis, qu'est-ce qu'il y a de spécifiquement européen dans ces processus globaux, mondiaux? Et je crois que dans la mesure où notre économie est peut-être un peu moins dynamique, ou n'a pas besoin d'être aussi dynamique que d'autres, nous comprenons mieux que le développement durable, que l'économie durable est la condition nécessaire pour que tout cela ait un sens. Si nous nous contentons de faire du quick win à court terme, eh bien, nous allons mettre en danger, plutôt qu'on ne le pense, les bases de notre progrès. Si nous œuvrons pour des solutions durables, lorsque je dis des solutions durables, pas simplement du point de vue écologique, mais aussi économique, mais aussi sur le plan de la cohésion sociale, c'est un gros problème dans la mondialisation. Les disparités se creusent entre les riches et les pauvres dans le monde, et même dans nos États membres. Une société qui ne réussit pas à assurer la cohésion entre toutes les parties de son tissu social, une telle
société ne sera pas une société de liberté et de stabilité à terme. Voilà pourquoi le concept durable est l'une des grandes exigences. Et qui, si ce n'est l'Europe, la France et l'Allemagne, qui devrait agir pour cela? Voilà pourquoi nous essayons, un pied devant l'autre, de regarder quels sont les axes que nous devons poursuivre et ensuite de concrétiser cela de façon pratique. Alors, en Europe, on peut simplement dire, moi j'accepte uniquement une solution totale, sinon je ne prends rien. Le tout ou rien n'est pas un choix pour l'Europe. L'Europe, la construction européenne, ça a toujours été une étape après l'autre en s'assurant de la validité du cap suivi. Comme François le disait, nous ne voulons dominer personne en Europe. Les petits sont aussi importants que les grands. Mais, à l'évidence, nous savons qu'en Europe, l'Allemagne et la France ont une responsabilité de leadership. Regardez une carte de géographie, relisez un livre d'histoire, et vous savez que si la France et l'Allemagne travaillent ensemble, travaillent de concert, l'Europe progresse. Et quand la France et l'Allemagne ne coopèrent pas, l'Europe n'avance plus. Donc, si nous assumons notre responsabilité en Europe, cela n'est dirigé contre personne, c'est dans l'intérêt de tous. Et c'est pourquoi je crois que nous avons tout lieu de définir la politique européenne comme la meilleure condition de la croissance. Et ma dernière remarque est la suivante. Après la catastrophe de la Deuxième Guerre mondiale en Allemagne, nous avons commencé une ère qui est très fortement marquée par Ludwig Erhard. Alors peut-être que Erhard a su mieux comprendre que d'innombrables prix Nobel de l'économie, que la chose la plus importante dans l'économie, c'est la psychologie. Voilà pourquoi il fumait le gros cigare. Le gros cigare symbolisait l'optimisme, l'avenir florissant. C'était un geste psychologique. Lorsque j'ai commencé à travailler comme ministre des Finances en 2010, des collègues américains m'ont souvent critiqué en disant qu'en Allemagne, nous réduisions trop nos déficits. Et j'ai toujours répondu, je ne sais pas quelle est la bonne politique financière pour les États-Unis, mais je sais quelle est la bonne politique financière pour l'Allemagne et en Europe. Si, en Europe, nous voulons créer de la croissance, il faut que les gens aient confiance, aussi bien les entreprises que les consommateurs. Si les hommes et les femmes ne croient pas au caractère durable d'une architecture financière, si les gens ne croient pas qu'une dette peut être durable, ils perdront la confiance. Et donc, c'est si nous savons reconquérir la confiance après tous les ébranlements de cette crise qui n'a pas trouvé sa racine en Europe, c'est cette approche durable qui sera le meilleur programme pour conforter la croissance. Donc confiance, durabilité ne sont pas en contradiction avec la croissance, c'est la condition de la croissance. Et c'est dans cet esprit que nous travaillons ensemble, non seulement dans l'amitié, mais également dans la confiance et surtout le succès. Merci, messieurs. Alors, je ne sais pas si vous fumez le cigare ensemble, mais on a beaucoup de questions. Thomas, pour la première question. Oui, effectivement, on aimerait commencer avec la question la plus facile, la plus simple au moins. Est-ce que le pire de la crise est derrière nous? On a ces jours-ci entendu des positions très, très différentes. Le président Sarkozy a dit ce dimanche, nous avons sauvé l'euro. Donc ça implique que la crise est au moins le pire est passé. Aujourd'hui, nous avons entendu Mario Draghi, le président de la Banque centrale européenne, qui a dit « Nous vivons une phase d'accalmie des marchés financiers ». Donc une phase, ça commence, mais malheureusement une phase, ça se termine aussi un jour. Et puis Larry Summers, l'ancien ministre des Finances des États-Unis et peut-être président de la Banque mondiale bientôt, il a dit que l'Europe est loin d'avoir pris le tournant. Donc, où vous situez-vous, les deux? Vous dites aussi qu'on a sauvé l'euro, le pire est passé, ou est-ce que nous n'avons pas encore pris le tournant? Comme vous voulez. Alors, je vais commencer. Premièrement, je ne suis pas sûr que Larry Summers soit le meilleur expert pour juger de la situation en Europe. Deuxième observation,
je crois que nous avons une chance, comment dire, supérieure à 50% pour considérer que le pire est derrière nous. François l'a décrit de façon extrêmement précise. Nous avons mis en œuvre ensemble une feuille de route extrêmement claire. Premièrement, les pays où il y a des difficultés doivent commencer à combattre ces problèmes. Et ce n'est pas simplement des déficits excessifs. Je crois que le problème principal, c'est les écarts de compétitivité trop grands. Voilà pourquoi il est important que le Portugal, l'Espagne, l'Italie, pour n'en citer que 3, engagent de profondes réformes structurelles pour améliorer la compétitivité. Nous en avons besoin et réduisent les déficits. Et je ne répéterai pas ce que François a dit. Deuxième chose, réduire le risque de contagion dans l'architecture financière en dotant les banques de capitaux suffisants et en créant de meilleures conditions par la régulation. Troisièmement, mettre en place un traité budgétaire, une union de stabilité, un mécanisme durable, le MES, avec un capital versé. Après, on a le problème spécifique de la Grèce que nous avons, résolu d'une façon que, je crois, tous les experts jugeaient impossible, y compris Larry Summers. Que n'ont-ils pas dit sur la participation du secteur privé? Et nous deux avons toujours dit, et le président et la chancelière ont toujours dit, il n'est pas possible de faire payer les coûts de la dette uniquement par les contribuables. Si une diminution substantielle de la dette est nécessaire, il faut que le secteur privé participe à due concurrence. C'est un cas particulier en Grèce. Donc nous avons abouti à une solution qui a fonctionné, qui a mieux fonctionné que la plupart ne l'annonçaient. Et nous sommes en train de créer les structures adéquates. Nous ne sommes pas encore de l'autre côté de la montagne. Tout n'est pas encore accompli. Mais je crois qu'on pourrait dire que le pire est passé. Mais il ne faut pas pour autant relâcher nos efforts. Voilà pourquoi hier et aujourd'hui, nous avons passé quelques heures ensemble pour expliquer à nos amis grecs, espagnols, hongrois, pour leur expliquer nous sommes sur la bonne voie, mais il ne faut surtout pas relâcher l'effort. Bien, si la question c'est de savoir si le pire de la crise est derrière nous, pour moi la réponse est oui. Pas simplement parce que le président français fume le cigare de temps en temps, c'est une autorité commune et vous n'êtes favorisé d'aucune confidence. Je ne sais pas si Larry Summers le fume, mais ce que je sais c'est qu'il n'a jamais été dans ses positions passées l'alpha et l'oméga du repère de ce qui nous a permis de sortir de la crise. Je veux juste vous dire ce qui, de mon point de vue, est le pire. Le pire, d'une certaine manière, c'est ce qui nous arrive au mois d'août, Wolfgang, où on s'appelle tous les uns les autres plusieurs fois par jour, constatant que tous les investisseurs hors zone euro, étant nourris par une défiance terrible, retirent leur investissement. Investir, c'est un geste de confiance, c'est un pari sur l'avenir. Et cette confiance, elle repose sur deux idées simples. Un, il y a des éléments de prospérité possibles sur le territoire sur lequel on met notre argent. Deux, ce sont des gens sérieux, et s'ils ont des dettes, ils rembourseront. Les deux confondus, au mois d'août, font qu'il y a eu des doutes sérieux sur la solidité de l'avenir de l'économie, puisqu'il y avait des doutes sérieux sur la solidité tout simplement de notre monnaie. Et deuxièmement, avec la Grèce, le sentiment que tout cela ne se ferait pas de manière coordonnée pouvait donner à l'extérieur et aux investisseurs étrangers le sentiment qu'on pouvait s'autoriser tout et n'importe quoi en Europe. Et c'est pour ça que tout le chemin parcouru depuis le mois d'août montre que nous avons entendu tous les messages. Il est important d'entendre les messages des investisseurs, pas simplement des marchés lointains qui donnent l'impression de faire ce qu'ils veulent des économies. Mais nous sommes dans une logique d'économie de confiance. Et donc c'est la restauration de la confiance qui a permis de montrer trois objectifs très simples. Notre attachement puissant, profond, sans relâche à la défense de notre monnaie, notre attachement puissant, profond, sans relâche à l'unité de la zone euro, et notre attachement profond, puissant, sans relâche à la nécessité de mener de concert
des réductions de déficit et de la solidarité vis-à-vis des pays qui le nécessitaient. Mais nous sommes créanciers, ils sont débiteurs, nous avons des droits, ils ont des devoirs, et c'est tout ce calendrier que nous avons déroulé. Pour autant, est-ce que c'est durable sans à-coup? Nous le verrons bien, mais si nous ne dévions pas de cette stratégie, oui, je pense que le pire de la crise est derrière nous. Alors, j'aimerais poser au ministre Schäuble deux questions. La première concernant la BCE. Effectivement, la période d'accalmie que l'on vit actuellement doit beaucoup à l'intervention extrêmement énergique de la BCE. Est-ce que c'est quelque chose qui est susceptible de vous inquiéter pour la suite? Est-ce que c'est susceptible de générer de l'inflation, etc. Est-ce que vous avez certaines inquiétudes à ce sujet? Et puis deuxièmement, sur la Grèce, puisqu'on l'a évoqué, pensez-vous qu'il soit réellement possible, dans un avenir de relativement moyen terme, d'éviter un troisième plan d'aide, étant donné ce que l'on connaît des données macroéconomiques de la Grèce aujourd'hui? La politique monétaire de la BCE et les décisions de la BCE ne me préoccupent pas, ne m'inquiètent pas. Depuis que la BCE existe, elle a sans cesse su démontrer qu'elle prend en toute indépendance les bonnes décisions pour piloter la politique monétaire de la zone euro dans un souci de stabilité. Et les décisions prises par la Banque centrale européenne ne comportent pas de risque inflationniste. Dans une phase de transition difficile, la BCE a contribué de façon décisive à ce que le secteur bancaire soit doté convenablement de ressources financières, mais bien sûr, vous savez, c'est un peu comme avec la solidarité européenne. Le temps que gagne la BCE avec ses décisions doit être utilisé par les économies concernées pour combler les retards de compétitivité. C'est évident. Je me rappelle, je ne sais pas ce que tu en penses, François, c'était la réunion où Jean-Claude Trichet était encore président de la BCE. On a reçu un tableau sur les coûts salariaux. Et dans ce graphique, il montrait toujours les écarts de compétitivité des différentes économies européennes. Donc, il faut travailler là-dessus, mais on le fait. Et puis, alors, la question d'un troisième plan d'aide à la Grèce, c'est une question typique de journaliste, ça. À partir du moment où vous êtes arrivé à une solution, après des mois de difficultés, le résultat n'intéresse plus personne. On se demande, et après? Ça, c'est typique, c'est les médias. Et tout le monde... Nous connaissons les chiffres macroéconomiques de la Grèce, nous les connaissons, et nous savons que selon les règles du Fonds monétaire international, un plan d'aide peut porter sur 3 ou 4 ans. On attendra la réunion le jeudi soir du FMI. Et dans l'analyse de solvabilité, nous avons pris comme horizon 2020. Et entre aujourd'hui et 2020, c'est plus que 3 ou 4 ans. Alors vous pouvez commencer à spéculer à partir de là, à faire des hypothèses. Ah, peut-être. Mais bon, lorsqu'après la réunion de l'Eurogroupe, lorsqu'à la fin, on aurait pu prendre un petit déjeuner ensemble parce qu'on avait siégé toute la nuit, lorsque j'ai informé le Bundestag, j'ai dit dans la lettre, je ne peux pas vous promettre que c'est la dernière fois que je vous parle de la Grèce. Mais ce serait vraiment une erreur qu'au moment où nous sommes en train de prendre ces décisions, de commencer à spéculer sur ce qui va se passer dans 4 ans. Voilà très exactement ce qu'il ne faut pas faire. Thomas? D'accord. Monsieur Marouin, vous voulez rajouter quelque chose? Non, je crois que c'était parfait là, sur la BCE. Non, il faut dire les choses. Ça, je crois qu'on peut le dire sans problème. Ce qu'a fait la Banque centrale européenne, c'est probablement la mesure
la plus intelligente dans le strict respect du traité qui lui confère son indépendance et la plénitude de la politique en matière monétaire. Et elle a lu quelque chose qui se passait, qu'on connaissait tous, qui était cette pression terrible en matière d'accès aux liquidités pour les banques. Elle est allée aussi loin que possible. Donc c'était en ce sens une mesure très intelligente, parce que ça ne prenait pas le contre-pied du traité, ce que personne n'aurait accepté, et ça permettait malgré tout de libérer une pression très forte qui était l'une des conditions du nœud de la crise. C'est la raison pour laquelle je crois qu'on peut quand même saluer cette mesure. Et sur la Grèce, je partage complètement l'avis de Wolfgang. Et j'ai d'ailleurs trouvé la lettre qu'il avait adressée au Bundestag remarquable d'intelligence et de sincérité, pas seulement sur le plan politique, mais sur le plan de la réalité de ce que nous avions vécu. Nous avons tout fait pour conserver la Grèce dans la zone euro. Nous avons tout fait pour leur permettre d'avoir l'argent nécessaire pour se remettre à niveau, et nous ferons tout pour les aider à profiter, nous l'espérons, du rebond de croissance dans les mois qui viennent. Dire le contraire et dire c'est fini, ce serait prendre un premier risque. Dire que tout n'a pas été mis en œuvre pour que ça marche, ce serait prendre aussi un risque que nous ne prendrons pas, parce que nous croyons à ce sur quoi nous avons travaillé pendant des semaines et des mois tous ensemble. Bon, tout le monde est d'accord qu'il faut mettre de l'ordre dans les comptes publics. Néanmoins, il y a beaucoup d'économistes et aussi des chefs de gouvernement qui se demandent si on n'est pas en train de faire trop d'austérité. On a parlé du cas de la Grèce. La Grèce, si ça va bien, on va récupérer la croissance à partir de 2014-2015. Et maintenant, il y a le cas de l'Espagne. Vous venez d'accorder un certain délai à l'Espagne cette année-ci. Elle peut prendre un peu plus de temps pour réduire son déficit, mais cela, elle devra récupérer l'année prochaine. Et le cas de l'Espagne est un cas très particulier, parce que je crois que c'est vous, M. Barrois, qui m'avez dit que c'était vraiment le meilleur élève de la classe en ce qui concerne les comptes publics. Donc là, c'est vraiment pas un problème de laxisme budgétaire, c'est vraiment un problème de la croissance. Et si on continue à réduire les dépenses publiques, d'où viendra la croissance? Ce débat, on l'a eu au G20 à l'automne. De toute façon, il n'y a pas... Ça, c'est une conviction profonde, et je me bats sous l'autorité du président de la République pour faire passer ce message. Je dois dire que la culture allemande là-dessus est assez spectaculaire. Moi, j'avais toujours été impressionné, Wolfgang, par les échanges que j'ai eus avec un certain nombre de parlementaires qui font partie de ton opposition, mais qui ne se posent pas de questions sur le point de savoir où on doit affecter prioritairement, quand on a des déficits, les recettes de la croissance. On doit l'affecter au désendettement du pays. La culture française est plutôt une culture de dépenses publiques. La France est, je le rappelle, le pays qui a le taux de dépenses publiques par rapport à sa richesse nationale le plus élevé. Mais on a en plus cette singularité d'être sur le podium du taux de prélèvement obligatoire le plus élevé, ou parmi les 3 plus élevés au sein de l'Union européenne. Ça n'empêche pas le pays de se développer, ça n'empêche pas le pays d'avoir un État-providence très fort. Mais ce temps-là, si nous voulons protéger notre modèle social, est un temps qui est derrière nous. On ne peut pas vivre avec un niveau de déficit tel que nous l'avons, et nous ne pouvons pas durablement, sans menacer le modèle social et sans faire prendre des risques aux générations qui vont nous suivre, accepter de vivre avec un endettement de ce niveau. Ce qui est vrai pour la France est vrai pour tous les pays à fort endettement. Et c'est bien pour ça que nous devons adapter le soutien à la croissance selon la spécificité de chacun des pays. Il n'est pas contestable que l'économie allemande a d'autres ressorts que l'économie espagnole, que l'économie italienne, portugaise ou française. Et ce qui a été décidé, notamment au G20 de Cannes, ça a été de dire on ne remet pas et on ne remettra pas en cause la trajectoire de réduction de déficit. C'est la colonne vertébrale. C'est la colonne vertébrale, c'est la boussole, c'est le Nord. Et on a laissé le soin à chaque pays de dire, selon votre modèle économique, selon le rendez-vous que vous avez atteint en matière de réduction de déficit, vous apporterez votre contribution à la croissance internationale européenne. Qu'a fait la France? On avait 2 choix. On réduit les déficits, on ne dérive pas de cette trajectoire, on a des rendez-vous, on les respecte. On a plusieurs faiblesses. On en a une sur le commerce extérieur, on en a une autre sur cette ligne qui est en quelque sorte le temps hebdomadaire de travail qui n'a pas fait l'objet de renégociation, mais qui a été contourné
par ce que l'on appelle la loi TEPA, c'est-à-dire la défiscalisation des heures supplémentaires au-delà des 35 heures. 9 millions de personnes ont été concernées, 500 € en moyenne chaque année en plus, c'était du pouvoir d'achat. Et on a une troisième faiblesse qui est évidemment notre compétitivité. Et c'est autour de cette compétitivité que nous avons décidé de travailler jusqu'à la fin de ce mandat, puisque nous avons fait voter le texte au Parlement sur le transfert de financement de la protection sociale il y a une dizaine de jours. Qu'est-ce qui a été proposé? Vous le savez, on a baissé les charges qui pèsent sur les entreprises pour financer la branche famille, et on a transféré le financement, puisqu'on ne veut pas altérer, on ne veut pas abîmer dans tous les sens du terme ce modèle social, par un financement assis sur la TVA, parce que c'est une assiette large, et par un financement assis sur la CSG patrimoine, puisque c'est à la fois une assiette large, et en même temps ça permettait de porter le complément de recettes nécessaires à hauteur de 2 milliards et de ne pas avoir une hausse trop forte de la TVA. Donc notre contribution française, c'est une relance du soutien à la compétitivité de notre économie par une baisse des charges et un financement sur la consommation, l'objectif étant de préserver l'emploi en France et de préserver les industries en France. Mais d'autres pays feront différemment. D'autres pays feront différemment. L'Allemagne a pris un autre chemin, les États-Unis ont pris un autre chemin, les Espagnols ont leurs contraintes singulières, mais ils ne dérivent pas sur le plan de la dette. La Chine a pris des engagements concernant le chantier d'intégration sur sa monnaie. Le Brésil, malgré quelques mesures un peu protectionnistes, a pris aussi des engagements. Le monde entier, les économies avancées et émergentes, ont pris des engagements pour soutenir la croissance, mais sans remettre en cause, s'agissant des économies avancées, donc ceux qui ont un niveau d'endettement excessif, la réduction des déficits publics. Monsieur Schäuble, pour compléter la question de mon confrère, s'agissant de l'Espagne, mais on voit bien que la question se pose pour beaucoup d'autres pays européens, est-ce que vous considérez qu'il peut y avoir un danger d'imposer une rigueur excessive à des pays qui traversent des périodes de récession, comme c'est le cas en Espagne, et donc que ce soit au détriment finalement de leur possibilité de renouer avec la croissance? Je crois que l'exemple de l'Espagne montre très clairement les liens entre cause et effet. Le problème de l'Espagne est davantage un problème de croissance et de compétitivité. Et les déficits sont la conséquence d'une compétitivité insuffisante. Voilà pourquoi je pense que le gouvernement a fait le bon choix. Avec une réforme en profondeur du marché de l'emploi et d'autres réformes structurelles à suivre afin de créer les conditions propices à une amélioration durable de la compétitivité et des perspectives de croissance. Voilà vraiment le choix déterminant. Au demeurant, si vous regardez pourquoi l'Italie et son Premier ministre, M. Monti, font des progrès aussi remarquables, vous pouvez identifier beaucoup de parallèles. Comme je le disais, en Espagne, le problème de fond, ce n'était pas le déficit pendant longtemps. Alors maintenant, s'ajoute un problème qui vient du fait qu'à la fin de l'année, on a constaté que pour un certain nombre de raisons, le déficit espagnol l'année dernière était beaucoup plus élevé que ce qu'on avait pensé. On avait tablé sur 6,6% pour arriver à 3% en 2013, et on avait donc dit en 2011 il faut tomber à 4,4%. Donc faudrait faire un peu plus de la moitié au premier semestre. Non. Et finalement, à la fin de l'année, et notamment à cause de la situation budgétaire dans les régions autonomes, le déficit espagnol a été beaucoup plus élevé puisqu'il s'est monté à 8,5%. L'Espagne a également un problème dans la saisie statistique des recettes fiscales. Ça, on veut réformer cela aussi. Mais peut-être qu'on va là un peu trop dans les détails. Parce que les recettes fiscales, ce ne sont pas les recettes réelles, ce sont les recettes fiscales escomptées sur la base de certaines hypothèses. C'est toujours un peu risqué de procéder comme ça. Alors, il ne fait
aucun doute, et le ministre espagnol de l'économie l'a dit avec force et l'a démontré, que l'Espagne entend atteindre le niveau de 3% avec la réduction des déficits dans l'année à venir. Mais lorsque vous avez en fin d'année un gouvernement qui n'adopte son budget qu'au mois de mars, donc ce gouvernement aura du mal, à partir du mois de mars, de tomber à 8,5 à 4,4. Enfin, là, pourquoi ils ont prévu 5,8. Hier, je ne sais pas combien d'heures on a négocié pour se mettre d'accord pour que l'Espagne réalise 1,5% de réduction de déficit additionnel. Je pense que cet après-midi, le collègue espagnol n'a pas suscité que l'enthousiasme devant son Parlement. Mais bon, ça c'est compris dans nos travaux. C'est normal. L'Espagne a engagé un certain nombre de réformes, notamment dans le domaine de la santé, dont l'impact budgétaire se produira essentiellement en 2013. Voilà pourquoi je crois que nos hypothèses sont réalistes, qu'ils pourront y parvenir, mais je le répète, les causes tenaient à des déficits trop grands de compétitivité. Ça, c'est un problème espagnol qui appelle des réponses européennes. Ce que nous demandons, ce pourquoi nous œuvrons, c'est qu'en Europe, on trouve les moyens de mieux lutter contre le chômage des jeunes. Pourquoi ne pas avoir un marché de formation européen beaucoup plus vaste? Parce que les jeunes qu'on forme aujourd'hui vont travailler dans le monde entier. Pourquoi est-ce qu'un jeune artisan ne passerait pas 1 ou 2 ans de sa formation dans un autre pays d'Europe? De toute façon, il va se débrouiller. De toute façon, il faudra que le moment venu, il puisse travailler en Chine ou ailleurs. Donc, si c'est cela, il devrait pouvoir se débrouiller chez un voisin européen. Donc, vous savez, le terme d'austérité, c'est pas simplement un concept économique, l'austérité en Allemagne. Nous avons toujours dit que ce qui est déterminant, c'est une politique qui soutienne une croissance durable. Et là, je ne fais que répéter ce que disait François Baroin. Dans toutes les analyses, que ce soit l'OCDE, le FMI, le G20, nul ne le conteste. La crise de 2007-2008 a 2 causes centrales. Trop de liquidités, avec le risque de bulles. Non, 3 causes. Des marchés financiers non régulés et des déficits publics trop élevés. Alors, hors de la zone euro, les déficits publics sont plus élevés que dans la zone euro. Ou il y en a en tout cas. Voilà pourquoi il est grand temps que nous résolvions nos problèmes au sein de la zone euro pour que le monde entier ne soit pas conduit à penser que tous les problèmes trouvent leur origine dans la zone euro. C'est aberrant de dire cela. Et le bon équilibre entre compétitivité et une réduction raisonnable des déficits, c'est le bon choix et je crois que l'Espagne est sur cette voie. Monsieur Schauble, il y a une question qu'on se pose beaucoup en France. On a un candidat à l'élection présidentielle, François Hollande, qui souhaite revoir les termes du pacte budgétaire. Est-ce que cela vous semble possible? Et est-ce que, vu d'Allemagne, il y a une marge de négociation? Vous allez me dire que c'est une question de journaliste, mais... Ah, c'est bien ça, c'est bien. À la bonne heure. Ja, vielleicht darf ich zunächst einmal... Alors, je pourrais peut-être d'abord dire ceci. Si nous voulons converger en Europe et nous unir en Europe, nous ne devons pas nous excuser d'avoir des contacts politiques au-delà des frontières de notre pays. Je suis dans la même famille politique que François Baroin, c'est vrai. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas de respect pour les membres des autres familles politiques. La politique est un modèle concurrentiel, mais il n'y a pas de tabou. Depuis des décennies que je suis député, j'ai régulièrement rencontré des collègues en France. J'ai participé à des campagnes électorales, ça n'a rien d'anormal. Ça, c'est une première remarque. Deuxièmement, lorsqu'on est membre d'un gouvernement, il faut répondre peut-être avec un peu de prudence à une telle question de journaliste. C'est vrai. Voilà pourquoi, avec tout le
le respect que j'ai, ce que je dirais, c'est que en Europe, avec l'Irlande, le Portugal et d'autres pays, nous avons considéré que les engagements pris seraient tenus indépendamment d'une quelconque alternance politique. Sinon, ça ne serait pas possible. Alors, bien sûr, on sera régulièrement conduit à prendre de nouvelles décisions. Mais le principe est bien celui-là. Et donc, d'ailleurs, je ne plaiderai pas en faveur d'une révision de ce traité parce que je crois que nous avons pris les bonnes décisions. Et voilà pourquoi je me battrai avec détermination pour qu'on ne commette pas l'erreur, puisque le pire de la crise est derrière nous, de ne pas commettre l'erreur de replonger dans la crise. Ça n'a rien à voir avec la campagne présidentielle en France, qui est plutôt d'un intérêt économique, théorique. Est-ce que l'Europe doit mieux protéger ses frontières, surtout vis-à-vis de l'extérieur? On a parlé beaucoup de la globalisation. Est-ce que l'Europe doit mieux protéger sa zone économique aussi, dans le sens qu'elle doit demander plus de réciprocité vis-à-vis de ses partenaires économiques? Ou deux? Non, moi c'est assez simple, hein, puisque l'encre est assez fraîche. Le président de la République s'étant exprimé dimanche dernier. Donc oui et oui. Et je pense que l'avis de Wolfgang de ce point de vue sera plus éclairant pour l'assistance. Ich glaube, es ist, es anders zu sagen. Peut-être pour dire les choses un peu différemment. Les négociations à l'OMC n'ont pas encore abouti à la conclusion que nous souhaitons. Ce n'est pas la faute de l'Europe, ce n'est pas la faute de la France, ce n'est pas la faute de l'Allemagne. Et ce que je pense, et je l'ai dit assez souvent dans les réunions du G20, lorsqu'au G20 on dit il faut faire plus pour la croissance mondiale, eh bien je dis couronnons de succès les négociations de l'OMC. Cela suppose la réciprocité. Alors, il nous reste une dizaine de minutes. On a encore beaucoup de questions, mais peut-être y en a-t-il dans la salle? Oui, je vois qu'il y en a. Monsieur, je vous en prie. Le micro. J'avoue être assez déçu par la séance. D'abord parce que dès le départ, il y a une différence. La France va essayer de faire de la croissance. L'Allemagne en fait puisqu'elle augmente la croissance. La formulation est bizarre. Et ensuite, on a beaucoup parlé de la confiance. Wolfgang Schäuble a parlé de la confiance nécessaire. Comment voulez-vous, par exemple, qu'un jeune grec aujourd'hui ait moins de confiance? Comment voulez-vous que dans une France où le chômage augmente tous les mois, malgré la réduction tardive d'une dette sans cesse croissante jusqu'à maintenant, comment est-ce que vous voulez qu'on ait confiance? La même chose est vraie en Allemagne, où l'euroscepticisme est d'autant plus fort qu'il y a des millions et des millions de gens à salaire extrêmement réduit qui sont à la limite de la pauvreté, face à des chiffres comme par exemple publiés hier, que le plus haut, non pas du CAC 40, mais du DAX, gagne 1250 fois ce que gagne quelqu'un qui gagne 1000 € par mois. Ce fossé est su, il est connu, et je n'ai rien entendu qui dise quelles sont les politiques qui sont pratiquées pour qu'il y ait, dans le sens que dit Wolfgang Schäuble, qu'il y ait un progrès sensible, non pas seulement pour attirer des investisseurs dont beaucoup sont ce qu'on appelle des Heuschrecken, c'est-à-dire des criquets qui investissent pour un rendement et pas pour un développement. Comment elle est la politique suivie par les deux pays pour qu'à l'intérieur de ces deux pays, dans les pays européens, renaisse un espoir de développement de l'ensemble de la société et non pas seulement d'une catégorie. Bien. Si Wolfgang le permet, je vais répondre en premier. D'abord, je suis très heureux de vous saluer parce que j'ai appris à comprendre un peu mieux l'Allemagne en vous lisant, professeur. Vous êtes quand même la référence française en la matière. C'est l'occasion quand même pour moi d'apporter un complément peut-être d'explication à ce que nous essayons de faire. Les matières sur lesquelles nous travaillons sont terriblement techniques. Mais tout le monde a compris que ce qui se passe en Grèce peut intervenir n'importe où. Et personne ne peut le vivre. Et le meilleur moyen, en assurant la solidarité avec la Grèce, de sauver les autres pays,
c'est d'éviter que tout cela ne bascule justement dans un système où tous les pays se mettraient à réduire les pensions, à réduire les salaires, à supprimer les postes de fonctionnaires, à réduire le traitement des fonctionnaires. C'est ça actuellement la réalité de la Grèce. Et pourquoi c'est ça? Parce que les chiffres n'étaient pas sincères, parce qu'ils se sont engagés sur une impasse, parce que malheureusement le modèle économique n'a pas fonctionné et parce qu'on a découvert ça tardivement et que ça a explosé avec l'impact de la crise de 2008-2009. Nier cette réalité en se drapant dans des sentiments par ailleurs naturels, normaux, généreux, et en effaçant cette réalité, c'est ne pas prendre à bras le corps la réalité du problème de la construction européenne. Le problème de la construction européenne, et notamment de la zone euro, c'est qu'on a mis la tête à la place des jambes et qu'on a mis en place une monnaie sans d'abord faire converger nos économies, nos fiscalités, nos politiques budgétaires. Et ce que cette crise nous amène à accélérer comme processus d'intégration, et en ce sens, ça n'est pas éloigné de l'espoir que vous portez, de ce que vous avez écrit et de ce que vous dites, c'est de justement considérer que nous allons nourrir le rêve européen par des politiques de coordination qui permettront de sauver la monnaie et donc notre économie et donc des perspectives d'avenir pour chaque Européen. Mais pour cela, il y a entre 2 et 4 ans, selon les pays, d'efforts collectifs, de solidarité, mais c'est vrai, de rigueur. Mais de rigueur dans la méthode, de rigueur dans le respect des trajectoires, pas de rigueur pour la rigueur. Ne croyez pas une seconde qu'il y ait un ministre des Finances, membre de la zone euro, qui prenne plaisir à annoncer des mesures difficiles. Mais nous le faisons en conscience, en responsabilité, avec le sens du devoir, parce que nous sommes absolument convaincus que cette politique-là, si elle est difficile, est probablement la seule qui permette de nourrir un espoir. Une autre politique qui consiste à continuer à nourrir le laxisme, à faire fantasmer ou à faire rêver inutilement avec des moyens qu'on n'a pas dans notre poche, c'est une politique d'irresponsabilité et c'est donc une politique qui nous mène dans le mur. Et si on n'a pas compris ce qui s'est passé en 2008, 2009 et l'année dernière, on n'a pas compris le monde tel qu'il a évolué. Et si nous voulons sauver le projet européen, si nous voulons sauver l'unité franco-allemande et si nous voulons donner un espoir aux jeunesses de notre continent européen, alors nous devons accepter de faire ces efforts équilibrés pour nourrir quelque chose qui nous rendra plus forts demain. Monsieur Lachmann. Oui. D'abord, je voudrais vous dire que je ne partage pas l'avis du professeur Grosser. Je ne suis pas déçu. Je trouve que vous avez apporté vous avez bien planté le décor et apporté des réponses aux questions qui se posent. Il y a 2 mots que vous avez prononcés l'un et l'autre, confiance et compétitivité. Que pensez-vous faire pour que l'Europe, les populations européennes aient cette confiance? Deuxièmement, pour que l'Europe devienne plus compétitive et plus particulièrement, avez-vous en tête des projets franco-allemands qui pourraient tirer cette confiance et tirer cette compétitivité vers le haut? Der Euro-Plus-Pakt. Le traité Euro-Plus est un résultat de la coopération franco-allemande. En Allemagne, ce dispositif n'a pas toujours été vraiment pris au sérieux. On a dit que ce n'était pas une solution parfaite, mais je le disais tout à l'heure, il faut faire de façon réaliste ce qui est apporté comme progrès concret. En intensifiant les approches comparatives, en faisant une sorte de benchmarking, comme on dit, et dans la mesure où 4 fois par an ou 2 fois par an, chacun doit faire un rapport au Conseil européen en disant ce qu'il fait pour améliorer la compétitivité. À travers cette démarche, nous créons un processus où chacun apprend quelque chose des autres. Et nous arrivons aussi à tirer des différences qui existent en Europe, à tirer des avantages des différences qui existent en Europe. Je le disais, l'Europe est un peu moins dynamique parce que nous avons, et ça il faut s'en réjouir, une prospérité plus grande que d'autres régions du monde, certes, mais il y a des disparités en Europe et il y a beaucoup de choses à faire. Et ça, c'est aussi une chose que je voudrais dire en direction d'Alfred Grosser. Pour moi,
dans tous les débats à propos de la Grèce, quand on voit les sacrifices que l'on demande à la Grèce, c'est toujours difficile lorsque nos collègues d'Estonie, de la Slovaquie, de la Slovénie, qui sont membres de la zone euro, ont dit aux collègues grecs ce que leurs populations ont dû accepter comme mesure d'ajustement. Et aujourd'hui, leurs gouvernements doivent dire à leur population que leur population doivent faire un effort pour accorder à la Grèce le temps dont elle a besoin. Donc les différences en Europe peuvent aussi aider à mieux percevoir la réalité. La Grèce s'est vivement rebiffée contre la révision du salaire minimum, mais le salaire minimum grec a maintenant été ramené au niveau du salaire minimum espagnol. Alors, avant de parler du respect des droits de l'homme, ne perdons pas totalement la mesure. Il faut savoir raison garder, comme on dit. Il y a des projets franco-allemands. J'ai parlé de l'impôt sur les sociétés dans mon introduction, dans le domaine de l'échange des jeunes, de l'intensification de la coopération. Quantité de choses se passent tous les jours. Je crois que nous devrons davantage discuter de la façon dont on peut apprendre réciproquement quelque chose dans les structures des entreprises. La France a certains atouts, l'Allemagne a les siens dans le domaine des PME. Nous avons des secteurs financiers extrêmement différents. C'est pas toujours l'un qui est meilleur que l'autre, loin de là, loin de là. Nous avons des choses à apprendre les uns des autres. Il y a maints projets engagés en ce sens. Il y a une question là derrière, je crois. Oui, messieurs. En fait, c'est pour la ZDF, Deutsches Fernsehen. Herr Schäuble, noch mal ganz kurz, darauf zurück. Monsieur Schäuble, pour revenir à la BCE, et on a parlé de Monsieur Weidmann et de Mario Draghi, et Monsieur Weidmann a un petit peu critiqué la politique monétaire de la BCE. Quel est le cap qui vous paraît le bon ici? Tout d'abord, Monsieur Weidmann a publié un article dans un grand journal allemand aujourd'hui où il défend explicitement la politique monétaire de la BCE. Alors, je ne sais pas si vos informations sont tout à fait exactes, mais si vous pensez que le ministre allemand des Finances se prononcerait sur une prétendue divergence de vue entre le président de la BCE et le président de la Bundesbank, eh bien, je peux assurer au public français que l'Allemagne n'a pas un ministre des Finances aussi stupide. Peut-être une dernière question? Oui, ma question s'adresse au ministre François Baroin et à son homologue allemand Wolfgang Schäuble. On ne peut que se réjouir de la gestion de la crise de l'euro par les deux États, par le tandem franco-allemand, compte tenu de l'histoire commune que nous avons. Mais on voit qu'il y a une prépondérance des États membres de la zone euro dans la résolution de cette crise. Et quid de la Commission européenne, du Parlement européen? Et n'allons-nous pas vers une Europe des nations? Cette Europe des nations qui, en 2003, a fait que nous en sommes arrivés là, à savoir la crise des dettes souveraines. Est-ce qu'on ne va pas vers la mauvaise direction, en fait, avec une Europe des nations? Je vous remercie. Puisqu'il s'agit de la dernière question, si j'ai bien compris, je laisserai naturellement le mot de la fin à Wolfgang Schäuble, à la fois pour répondre et puis pour vous dire ce qu'il a à dire. Je ne connais pas sa position là-dessus. Moi, ce que je retiens de cette crise, ce n'est pas tellement l'effacement de la Commission ou du Conseil. Ces institutions ont joué pleinement leur rôle. Elles étaient là, elles étaient présentes à toutes les étapes nécessaires. Elles étaient présentes au G20 lorsque le référendum grec s'est invité au sommet de Cannes. Elles étaient là et elles ont joué un rôle important, respecté par les ministres et évidemment très utile dans le fonctionnement de la résolution de la crise. Mais il est incontestable que l'impulsion est venue d'une bonne partie et pour une large part de la chancelière et du président français. Et c'est normal.
parce que la situation était tellement irrationnelle que dans le processus de décision, ni l'une ni l'autre n'était suffisamment agile, véloce, pour avoir l'autorité politique nécessaire pour convoquer les conseils nécessaires et les réunions nécessaires. Donc la leçon retenue côté français, c'est que l'intergouvernemental a fonctionné, à tel point d'ailleurs qu'on a parlé d'une Europe franco-allemande, l'axe Merkel-Sarkozy, alors que c'était juste deux chefs d'État pleinement investis de leur devoir de chef d'État face à une crise sans précédent, touchant des fondamentaux inédits, l'endettement, et qui avaient des comptes à rendre à leur peuple qu'ils ont mandaté pour assurer au cours de ce mandat la solidité de leurs institutions nationales et européennes. Et de ce point de vue, la chancelière et le président n'ont fait que remplir leur devoir. Mais nous devons tirer les leçons, et c'est vrai que le traité sur la consolidation budgétaire est d'inspiration intergouvernementale, mais il est vrai aussi que sur la partie solidarité, le transfert du fonds européen au mécanisme européen, de ce point de vue, les institutions européennes ont joué un rôle peut-être un peu plus dominant ou un peu plus important. Donc je trouve au final que cette crise elle a été gérée de façon équilibrée. Mais d'un autre côté, lorsque l'on se retourne vers des questions d'argent et de monnaie, qui sont les contributeurs? Ce sont les États. À qui doivent rendre des comptes les chefs d'État? À leur représentation nationale. Le dispositif institutionnel allemand fait que le ministre Schäuble est dans l'obligation de revenir régulièrement à chacune des étapes du décaissement qui engage évidemment les Allemands dans la résorption de la crise. La même chose pour le ministre des Finances français. J'ai passé un temps fou devant les commissions. Donc nous sommes vraiment plutôt dans un chemin démocratique sur des décisions politiques dures, mais qui font avancer l'Europe. Et avancer l'Europe sur l'intergouvernemental, de mon point de vue, ça me semble être la direction peut-être la plus efficace, la plus pertinente, et peut-être celle qui sera le plus acceptée aussi par les peuples. Herr Schäuble. J'ajouterai peut-être une simple observation. La proposition de traité budgétaire que l'on doit très largement, qui était fortement influencée par le président Sarkozy et la chancelière Merkel, cette proposition a prévu un amendement du traité de Lisbonne. Mais un amendement du traité de Lisbonne suppose une décision unanime. Et si l'on n'arrive pas à une décision unanime dans l'Europe des 27, j'ai oublié qui a voté contre, eh bien à ce moment-là, il faut prendre la deuxième meilleure solution. C'est ce que je disais tout à l'heure. L'Europe, ça n'a jamais été l'affaire du tout ou rien. Si on avait procédé ainsi, on n'en serait pas où on en est aujourd'hui. Si on s'est dit, si on n'arrive pas à faire 100%, on commence avec 80%, et puis un jour les 80 seront 90, et puis 95. C'est un processus continu. Merci. Monsieur le ministre, merci.